À la version longue, cette semaine, je reçois Roxane Thibault, qui est la directrice générale de la Maison Sous les Arbres, située à Châteauguay. La Maison Sous les Arbres, c'est un centre d'intervention de crise 24/7 et de prévention du suicide. Donc, il y a vraiment un hébergement là-bas. Ils ont divers facteurs. Là, on va passer à travers tous leurs services à travers l'émission, mais c'est vraiment... Ils ont 5 lits là-bas. Ils peuvent recevoir des gens en état de crise et ils ont des intervenantes et des intervenants sur place qui peuvent commencer à rentrer en contact et justement établir des plans pour leur mieux-être. On va parler énormément de tout ça, de tout ce que ça implique d'avoir cette maison à Châteauguay. Et on a parlé énormément aussi de santé mentale, surtout avec la pandémie, la hausse des cas de détresse qu'ils ressentent dans les centres de crise à travers le Québec. Ça a été vraiment une belle discussion avec elle et j'espère que vous allez apprécier. Roxane Thibault, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. En fait, je t'avais invité l'année passée, quasiment à pareille date, et vous étiez débordé. J'imagine qu'on va en reparler un peu, là, mais du communautaire, puis des raisons probablement qui touchent à ça. Mais je suis content, en fait, qu'on soit là même un an plus tard. La santé mentale, le suicide, je veux dire, c'est d'actualité, puis encore plus avec la pandémie. Donc, je suis vraiment content que vous soyez là, que tu sois là. Je t'ai dit, je n'allais pas vous voyer. Mais j'aime commencer le podcast avec une question. J'ai trouvé qui a pris plus de sens depuis la pandémie. Puis elle est toute simple, c'est comment vas-tu? Je vais bien parce que je reviens d'une semaine de vacances. Ah, OK. Je me suis permis de prendre des vacances parce que là, ça faisait longtemps que c'était plus difficile d'en prendre. C'est sûr que la pandémie, ça demandait beaucoup à nos intervenants, mais ça demande beaucoup à la gestion aussi. Puis en même temps que la pandémie, on vit quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas nécessairement relié à la pandémie, qui est augmenté par la pandémie, mais c'est la rareté de main-d'œuvre. Et dans un 24/7 comme le nôtre, c'est extrêmement difficile. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, déjà, les 24/7, on parle, pour pas les nommer, les Tim Hortons, puis tout ça, tu sais, ils ferment des heures, ça devient de plus en plus difficile. Et là, on est dans un truc encore plus spécifique, là, parce que j'imagine que c'est pas nécessairement n'importe qui peut venir travailler là, tu sais, en intervention. C'est des professionnels. C'est des professionnels, c'est des bacheliers. C'est sûr qu'on embauche pour la liste de rappel des personnes qui sont en voie d'obtention d'un bac dans le domaine social, mais ça prend aussi des gens qui sont bilingues. Et quand on commence au centre de crise, ben on commence sur une liste de rappel, on remplace les vacances, les congés, les maladies des intervenants qui ont des postes à temps plein. Et ça, c'est très, très difficile. Depuis, je dirais... environ 4-5 ans qu'on a senti la difficulté à embaucher, à maintenir nos employés à l'emploi parce que cette rareté de main-d'œuvre-là est partout. Donc, dans le réseau de la santé aussi, qui ont des conditions de travail au niveau salarial beaucoup plus importantes que les nôtres, avec un fonds de pension que nous n'avons pas. Et ça fait que on devient une pépinière pour le réseau de la santé. On forme des intervenants et on vient les chercher ensuite parce qu'ils ont de l'expérience. Parce qu'ils ont de l'expérience. On reconnaît leur formation et leur expérience. Ceux qu'on garde, c'est les personnes qui ont un amour inconditionnel pour le communautaire. Ben, c'est souvent ça. On peut rentrer tout de suite dans le communautaire, mais tu sais, pour avoir fait le tour, moi, ça fait 10 ans que je travaille ici, j'ai fait plein d'émissions. Je veux dire, c'est un discours que j'entends partout, là, mais ça reste que c'est ça. Il y a comme... tu sais, les gens qui y travaillent, souvent, ils sont là par une passion ou vraiment par un truc de... Parce que on est dans un aide très direct, encore plus avec vous, avec le centre de crise. Mais il y a vraiment quelque chose de... Il n'y a pas la structure du public avec toutes les... Là, c'est vraiment comme, OK, je peux être là avec la personne, l'aider. Ça attire certains types de personnes et qui sont... C'est ça, qui vu que le salaire et tout, ben surtout les avantages sociaux ne sont pas là, des fois, ça
ça l'aide pas à garder les autres, là, mais c'est ça, ça l'attire ceux qui sont un peu plus qui sont plus là pour une passion, tu sais. Ouais. Mais fait que dans le fond, c'était un peu ça l'année passée, j'imagine. Là. Je me rappelle du courriel, là, tu m'avais dit que c'est ça, on est à côté, je peux pas prendre 1 heure pour venir te parler de tout ça, de notre cause, de l'organisme. Mais il a fallu s'adapter parce que le centre de crise, nos principaux services, ben c'est l'intervention téléphonique, d'une part, mais après avoir eu un premier contact avec des personnes en crise avec ou sans idées suicidaires, ben on doit regarder quels services sont les plus appropriés. On offre de l'hébergement, donc c'est un milieu de vie. Ouais. C'est de la crise, c'est court terme, mais c'est des services essentiels. On n'a jamais fermé, même pas 1 heure. Là. Ouais. Moi, ça fait 26 ans que je suis à la Maison sur les arbres, puis on n'a jamais fermé. C'est un service qui demeure essentiel au même titre qu'une urgence hospitalière. Vous allez dire qu'il y a des urgences hospitalières qui ont fermé, mais on fait tout, en tout cas, pour pas que ça arrive. Là. Malheureusement, c'est arrivé à certains centres de crise. Mais il a fallu s'adapter, faire installer des plexiglas. Au début, juste avoir des masques, là, moi, j'ai commandé ça de Toronto à des prix exorbitants. Là. On n'en avait pas. Là, maintenant, on est fourni par le réseau de la santé, on reçoit tout ça, mais avoir du Purell et des masques, des gants, au début, ça a été difficile. Donc, toute l'énergie était mise beaucoup sur s'adapter. Okay. Et la clientèle allait de plus en plus mal, donc les demandes augmentaient. Oui, c'est ça. Vous l'avez senti, vous avez senti une hausse des demandes? On parle de 20 habituellement, approximativement. Okay. Puis ça, c'est au niveau de tous les centres de crise, même en prévention du suicide aussi. C'est une augmentation du nombre de demandes de services, mais ce que les intervenants vont beaucoup nous nommer, c'est l'augmentation de l'intensité des crises. Okay. Les gens vont plus mal. Okay. C'est donc plus difficile de trouver... oui, c'est plus difficile à quantifier, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est plus long faire une intervention. Okay. L'hébergement peut être plus long, le suivi de crise peut être plus long. Donc, c'est beaucoup dans ce sens-là. Ça rajoute à la tâche, là, c'est ça. OK. Mais on va revenir, avant de creuser tout ça, un peu sur l'historique de tout ça, là, parce que tu me disais, les centres de crise, ça fait le regroupement fait une 30aine d'années, mais tout ça, les centres de crise, parce que normalement, le communautaire, c'est la communauté justement qui se met ensemble, qui dit, bon, il y a un problème X ou il y a un besoin X, on se rassemble ensemble et on patente un organisme qui répond à ça. Mais là, les centres de crise, en fait, tu me disais, puis ça, je l'ai appris, c'est que ça venait d'une demande, en fait, du ministère ou du gouvernement? Oui, ça a été mis en place par le ministère. C'est Thérèse Lavoie-Roux qui a mis ça en place il y a environ 30 ans pour désengorger les urgences. Okay. C'était l'objectif principal et c'est encore aujourd'hui le rôle qu'on a. On désengorge les urgences parce que, d'une part, on évite des hospitalisations et on fait aussi... on va permettre la transition souvent entre l'hospitalisation et le retour à la maison. Donc, on va raccourcir les hospitalisations. Oui, c'est ça, parce que j'avoue, à l'hôpital, à l'urgence, c'est ça, tu as 10 000 cas de plein d'affaires. Quelqu'un qui arrive suicidaire, fait une tentative, c'est quelque chose, mais il y a besoin... pas nécessairement d'infirmière, quelque chose. Il y a besoin de plus intervenants et de Parfois, parler. C'est vraiment nécessaire que les personnes aient à l'hôpital pour la santé, voir le besoin de médication et tout. Mais il y a des personnes, puis ça, on le répète beaucoup, il y a des personnes qui ne veulent pas être psychiatrisées, qui ne veulent pas passer par tout le processus hospitalier. Puis ça, c'est un droit que les personnes ont et ils font une demande directement à nos services et on les accueille, on leur ramène. C'est sûr que la Maison sur les arbres, c'est un endroit chaleureux. Les centres de crise, il y en a 21 au Québec, bientôt 23. C'est souvent une maison très chaleureuse qui accueille. Les intervenants vont prendre le temps de regarder la situation de la personne, mais après ça, chaque jour, d'intervenir
afin de trouver des solutions pour diminuer la crise de la personne. Fait que c'est sûr que si on compare avec une urgence hospitalière, là, c'est complètement autre chose. Là. Non, c'est ça. Ben, j'avais fait une émission sur vous, là, plusieurs années, là, avec l'émission Capital Humain. Oui. Puis j'avais pu rentrer dans la maison un moment, là, que j'avais pas été en contact avec les personnes en crise, là, mais j'avais pu voir, tu sais, justement, d'être là, j'avoue, il y avait comme c'est ça, tu sais, on sentait bien, j'ai vu le salon, la patente, tu sais, il y a quelque chose qui, c'est ça, on est loin de justement l'urgence un peu gris-bleu, plus stérile, qui peut rajouter aussi peut-être à l'effet de crise, là, je sais pas. Donc, c'est ça, ça a été créé, mais la Maison sous les arbres, ça fait... La Maison sous les arbres, c'est en 1983 que ça a été créé. Au début, il y avait des services, là, c'était l'accueil des personnes qui avaient des problèmes en santé mentale, le centre de jour. Et en 95, on a eu le mandat centre de crise et prévention du suicide. OK. Fait que là, c'est plus l'hébergement qui est rentré. L'hébergement, il y avait un petit peu d'hébergement. Okay. Moi, je suis arrivée en 96 à la Maison sous les arbres, fait que ça fait déjà... quelques années. C'est ça. Ben, puis ton background, moi, je suis un peu intrigué par le background. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à aller là? Est-ce que t'étais... c'est ça, qu'est-ce qui t'a amené à aller là? Bien, moi, j'ai commencé comme intervenante en 96. J'avais fait des études, un bac par cumul dans le domaine social, en santé mentale, intervention psychosociale, et j'avais vraiment un intérêt pour tout ce qui était l'intervention. J'aimais beaucoup la relation d'aide, la relation avec les personnes, prendre le temps, et j'avais ciblé la Maison sous les arbres. C'est là que je voulais travailler, moi. Et à un moment donné, ben j'ai été embauchée. J'ai été intervenante pendant 9 ans et j'ai continué à mes études en gestion. J'ai fait un certificat en gestion qui m'a amenée à devenir coordonnatrice clinique. Quand tu es coordonnatrice clinique, ben, tu soutiens au niveau clinique les équipes et c'est une forme de relation d'aide aussi parce que les intervenants en santé mentale et en prévention du suicide entendent des histoires très difficiles, ont besoin de soutien clinique elles-mêmes et on a un rôle de prendre soin des intervenants qui sont notre principal outil, là. Pardon. À la Maison sous les arbres, les intervenants... interviennent sans savoir ce qui s'en vient. Tu réponds au téléphone, tu le sais pas. Tu as parfois une personne en tentative de suicide, parfois un conflit familial où tu entends crier, tu dois intervenir rapidement et voir à la sécurité des gens. Et on entend des choses difficiles aussi. Je le sais comme intervenante et je le sais comme coordonnatrice aussi. Et j'ai développé un intérêt pour la gestion après ça et je viens de terminer une maîtrise en administration publique et j'ai vraiment trouvé, quand on dit qu'on est sur notre X, là, moi, la gestion, la direction générale, je sens vraiment que je suis sur mon X, mais souvent, je me fais dire, est-ce que... ça te manque l'intervention, mais je continue à penser que de l'intervention, c'est de la relation et penser à l'équipe, penser aux intervenants, soutenir les intervenants, ça fait partie aussi de la relation d'aide pour moi. Oui. Et c'est ça, tu as dit au début, j'avais ciblé ça, là, c'était vraiment... Mais pour quelle raison? Parce que je viens d'ici. Okay. Je suis une fille de Mercier depuis que je suis toute jeune. J'avais entendu parler de la Maison sous les arbres, des personnes qui avaient reçu de l'aide de cet organisme-là. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose aussi dans la maison qui, à mon avis, est extraordinaire. C'est une maison centenaire, 115 ans. Sur le bord de l'eau, je trouvais qu'il y avait quelque chose de chaleureux dans cette maison-là et j'avais envie d'y travailler, tout simplement. Et après mes études, c'est la seule place que j'ai travaillé. Je suis dans ma 26e année, puis je suis toujours aussi heureuse à cet endroit-là. Quand j'ai terminé ma maîtrise en décembre dernier, j'ai des intervenants qui m'ont dit, est-ce qu'on va te perdre? Est-ce que tu vas aller travailler ailleurs?
Puis je me vois pas en ce moment ailleurs qu'à la Maison sous les arbres. Je suis très heureuse. Il y a eu des moments plus difficiles. Ça fait des années que je suis là. On est une équipe syndiquée. L'accréditation syndicale, c'est un moment qui peut devenir plus difficile au niveau des relations. Mais on en est sorti grandi de ça et on a de très bonnes relations de travail. On a une très, très belle équipe avec beaucoup de respect de part et d'autre. Puis ça, c'est précieux. Ouais. On n'a pas ça partout, c'est très précieux. Ouais. J'entends des fois du monde dans leur milieu et c'est pas quelque chose d'acquis, le respect du milieu de travail. Mais ouais, ça m'a juste fait penser quand tu dis à la maison, le support de l'eau, ça m'a fait allumer de, oui, c'est vrai, la maison est je trouve qu'elle est bien située, puis elle est comme visible, il y a comme quelque chose de... voici, il y a une maison de centre de crise, des gens en crise, suicide, dépression, machin, et c'est là, c'est pas caché dans le fond. Non. Il y a comme quelque chose c'est à côté du pont La Berge à Châteauguay, le bord de l'eau. Il y a quelque chose, je pense, de symbolique, là, de... faut le voir, il faut en parler. C'est la croisée des chemins. On est au centre de tout, là, au coin Anjou et Salaberry. Là, fait qu'on est près des gens aussi. C'est sûr que les gens nous appellent avant de venir. C'est pas... on est très accueillant. On va répondre en tout temps au téléphone, mais on va répondre très rapidement aussi pour donner des services autant que possible. C'est sûr que l'hébergement, c'est... Il y a un nombre de lits, tu sais. Oui, ça, le nombre de lits est limité. On est dans un très grand projet qui aurait dû être déjà en branle, mais en lien avec la pandémie et la rareté de main-d'œuvre, il y a un ralentissement parce que les plans sont faits pour un agrandissement, pour avoir plus de chambres, pouvoir aussi accueillir des personnes à mobilité réduite. Juste avoir un arpenteur, c'est très, très long, mais nos plans sont acceptés par la ville. Okay. On est rendu assez loin, là. On devrait parler d'une construction qui va commencer d'ici 1 an. Okay. Et ça, c'est un très grand projet qui est très stimulant pour l'équipe parce que bon an, mal an, on refuse quand même une centaine de personnes des hébergements parce qu'on est complet. OK. Et ça va être plus loin? Ou non, c'est sur le même terrain. On agrandit vers le boulevard d'Anjou. Là, on a un grand terrain. Là, ça va être agrandi par là. Ah, OK. Ouais. C'est la grande maison existante qui va être agrandie dans le respect du cachet qu'elle a en ce moment. Là, et ça doit rajouter aussi des coûts. Oui, ça rajoute toujours des coûts. Dès qu'on a, ne serait-ce que changer la toiture des fenêtres, on doit toujours respecter l'aspect ancestral de la maison. Ça augmente les demandes de permis et les coûts. Les coûts, c'est ça. Et cet agrandissement-là, on parle de potentiellement combien de places de plus? Environ 5. 5, OK. Oui. En ce moment, on a 5 places. Fait qu'on parle de doubler la place qu'on a. Ouais. Et question qui vient comme ça, mais l'enfant, êtes-vous propriétaire de la maison? Oui, on est propriétaire de la maison. Bon, fait que ça l'aide aussi dans les coûts de roulement. Là, effectivement. Que c'est déjà payé. Mais ouais, je voulais revenir. Tu parlais des intervenantes. C'est sûr que là, vous êtes dans un domaine où il y a des gens en crise qui veulent faire des choses, qui pensent des choses. Ça doit être très lourd, mais j'imagine que vous êtes équipés pour parler d'épuisement des travailleurs, des travailleuses, des intervenantes. On a eu plus de congés de maladie. Oui, c'est ça, OK. Parce que, comment qu'on jongle avec ça aussi, personnellement, d'écouter les gens, d'être là, mais de ne pas tout absorber, en fait. Oui, c'est là que l'équipe devient très importante. Okay. Nous, la façon dont on travaille, c'est que au niveau de la crise, les intervenants n'ont pas un caseload précis. C'est la personne qui répond au téléphone qui intervient. C'est sûr qu'il y a quelqu'un à l'hébergement qui s'occupe de l'hébergement, mais quand les personnes appellent, ils parlent à la personne qui répond et c'est important que les intervenants puissent ensuite en discuter. Ventiler parce que
ça fait partie de la protection de sa propre santé mentale, Exactement. d'en parler, de ventiler. Toujours dans le respect, c'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs. On peut être épuisé d'avoir entendu quelqu'un en crise, avoir besoin d'en parler, mais toujours dans le respect de son histoire. Et fait que c'est sûr de travailler à semer l'espoir, parce que c'est notre travail, les personnes qui ont perdu l'espoir et qui ont même des idées suicidaires. On doit travailler directement avec ces personnes-là et tenter de susciter un peu d'espoir, un peu de quand la personne est ambivalente, lui ramener ses raisons de vivre. Mais ça peut devenir difficile pour les intervenants. Et ce qui aide vraiment, c'est de partager ça dans l'équipe. C'est sûr qu'avec les années, on s'est donné des conditions de travail qui sont... on n'a pas atteint ce que le réseau de la santé offre à ses employés, mais au niveau communautaire, on est au-dessus de ce qui est... Oui. On a quand même des conditions de travail qui sont intéressantes. On a le 4 jours, 32 heures, parce que faire de l'intervention de crise plus que 32 heures par semaine, c'est difficile. En ce moment, j'en ai qui le font parce qu'on manque de personnel, mais on fait attention. Le but, c'est pas d'épuiser ceux qui sont là. Non, c'est ça. Puis l'embauche, en ce moment, là, c'est toujours à recommencer parce qu'on embauche des personnes, ils s'en vont. Mais on a un noyau dur qui est là depuis plusieurs années. J'ai quand même sur 25 employés, j'en ai au moins une dizaine que ça fait autour de 20 ans et même plus. Là. Donc, il y a des personnes qui ont un attachement particulier à la Maison sous les arbres, à l'équipe. Puis ça, c'est précieux aussi. C'est ça qui fait que on a quand même du plaisir au travail. Entre les appels, là, on essaie de, en gardant quand même, c'est un milieu de vie, les gens sont hébergés, sont en crise, là, mais on tente d'avoir du plaisir au travail. C'est bien important. On valorise ça. Oui, puis ça peut amener, j'imagine aussi, si l'équipe a un certain mood aussi, ça met déjà une ambiance dans la maison, qui peut, j'imagine, aider. Là, je ne suis pas un expert, mais c'est ce que je me dis dans ma... C'est ça, les intervenantes. Je dis toujours les intervenantes parce que j'ai... En ce moment, j'ai trois hommes dans l'équipe. J'ai aussi une équipe qui fait du suivi d'intensité variable dans la communauté. Ça, c'est une autre maison qu'on a qui est collée à celle qu'on a déjà, mais qui est sur Salaberry. C'est une équipe de 5 intervenants qui vont se déplacer dans la communauté pour aller intervenir auprès des personnes qui ont des enjeux de réadaptation, qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont besoin de soutien pour développer des habiletés au niveau quotidien, là, que ce soit la gestion du quotidien, apprendre à faire un budget, aller comment faire une épicerie, tout ça, mais aussi accompagner dans des démarches au niveau de l'aide sociale, juridique. On va travailler beaucoup avec les partenaires à ce moment-là. OK. C'est vraiment plus un suivi périodique. Oui, qui est plus long aussi. On parle de 1 an, parfois 2. OK. Et y a-t-il d'autres services? J'ai vu aussi qu'il y avait tout un côté aussi sur les endeuillés. Oui, on travaille avec les endeuillés par suicide parce que il est démontré que les personnes qui sont endeuillées par suicide sont plus à risque d'avoir des idées suicidaires et même de poser des gestes suicidaires. Donc, c'est un deuil qui est très difficile, qui est très compliqué. C'est déjà difficile de perdre un être cher, mais quand c'est par suicide, ça complique le deuil et on est spécialisé pour intervenir auprès de ces personnes-là. Puis ça complique comment? Excuse-moi de couper, mais c'est dans le sens que c'est... Ça complique dans le sens de l'absence de réponse, dans le geste qui est posé. La personne cherche toujours pourquoi et surtout la culpabilité, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Oui. Ça, c'est ce que ça vient souvent, l'espèce de... Les signes, j'ai pas vu de signes, puis j'imagine. Oui, surtout qu'on fait beaucoup de promotions pour dire qu'il y en a des signes. Il est démontré que 8 personnes sur 10 vont avoir laissé des signes. C'est sûr que quand on les connaît, les signes, on peut les voir.
Il y a des signes comme faire son testament, commencer à donner des choses, dire « ça va être beau maintenant, ça va être correct ». Il y a même des personnes qui vont aller mieux parce qu'ils ont pris une décision. J'avais déjà entendu ça. On voit ça aussi. Il y a des personnes qui vont avoir nommé carrément avoir envie de mourir, inquiétez-vous pas, je vais disparaître, je vais vous sacrer la paix, des choses comme ça, des phrases comme ça qui vont être dites, mais dans le quotidien, quand on connaît pas ça, quand c'est pas notre travail, il se peut qu'on voit pas ça comme des paroles sérieuses de quelqu'un qui va commettre un geste suicidaire. Puis on travaille beaucoup à promouvoir ces signes-là, mais ça fait que les personnes qui perdent un être cher par suicide vont souvent se dire « Ah, ben c'est vrai, elle m'avait dit ça » ou « J'ai remarqué qu'après coup, je vois ça » mais c'est toujours plus facile de voir après coup. C'est ça. Puis c'est facile de se culpabiliser parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on dit aux personnes, si vous avez un doute puis que vous ne vous sentez pas capable d'intervenir, appelez-nous. Parce que oui, on intervient auprès des personnes qui vont pas bien, qui sont en crise ou qui ont des idées suicidaires, mais on intervient aussi auprès des personnes qui sont inquiètes pour un proche. Il arrive qu'il y en a qui nous appellent et qui nous disent mon frère, mon ami, mon collègue de travail arrête pas d'émettre des propos suicidaires et on va même relancer ces personnes-là, on va les appeler. Puis ça fait partie des nouvelles pratiques depuis quelques années. Surtout quand on sait que c'est les hommes qui se suicident quand même 3 fois plus que les femmes et les hommes ont encore à ce jour de la difficulté à demander de l'aide, ben on voit que de faire le premier pas, que ce soit les intervenants qui fassent le premier pas vers la personne, c'est gagnant, c'est une bonne pratique. On crée un lien avec la personne et ça aide. C'est sûr que au début, les intervenants disaient on va appeler des gens qui ne nous ont pas appelés, comment on va être reçus? Ce qu'on constate, c'est que les gens nous reçoivent très bien. Ils vont dire OK, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour moi. Ils sont reconnaissants de ça, sont souvent ouverts à l'aide. Et s'ils ne le sont pas au moment de l'appel, on leur parle de nos services, on laisse le numéro et ça peut permettre qu'ils nous appellent à un autre moment. Au moins, déjà avoir un petit contact. Puis, heureusement, depuis quelques années, le taux de suicide, parce que depuis que les statistiques étaient faites, là, on parle des années 70, qui avaient commencé à comptabiliser vraiment là, de façon sérieuse les suicides au Québec, ça n'arrêtait pas d'augmenter. Et à un moment donné, autour des années 2005-2006, ça s'est stabilisé. On note là, tranquillement une petite baisse. Là, on parlait de 4 suicides par jour dans les années 2000, puis là, on est plus autour de 3 suicides par jour. C'est très, 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 très lent comme amélioration, mais au moins, ça a cessé d'augmenter parce qu'on ne savait plus à quel moment ça arrêterait. Là. C'est fou, mais quand on pense à ça 3 par jour, c'est énorme. C'est fou. Là. On dirait que j'avais jamais pensé à ce chiffre-là. En fait, on entend parler, puis c'est là avec la pandémie, c'est ça, on entendait parler de la hausse des problèmes de santé mentale, avec l'isolement, ça a vraiment pas aidé bien des gens. Mais c'est ça, je me demandais, j'essaie de voir s'il y avait une augmentation, mais on dirait que je voyais qu'il y avait peut-être une augmentation justement de la détresse, des crises, mais peut-être ça n'était pas tout fini ensuite. Il y a les premiers chiffres qui sont sortis de l'INSPQ qui démontrent que le taux de suicide dans la première année de la pandémie n'a pas augmenté. OK, c'est ça. C'est sûr que en temps de grosses crises, les gens sont en survie. Ils vont plus mettre leur énergie à tenter de survivre et tout ça, trouver des moyens d'aller mieux. Il y a eu moins de visites aussi dans les urgences hospitalières. On pense à cause de la pandémie. L'inquiétude qu'on a, c'est la santé mentale des gens qui s'est dégradée, qui pourrait amener à plus de suicides. Et c'est de ça qu'il faut prendre soin. Il faut parler des services, comme on le fait aujourd'hui. Il faut parler de
des solutions et plus ça que de l'option du suicide qui, on le répète, n'est pas une option, mais une absence de solution. Donc, si on continue à parler des services, que oui, on reconnaît que la santé mentale de la population a été atteinte par cette crise-là, ben en reconnaissant qu'on a le droit d'aller mal, les gens vont demander de l'aide. Puis c'est ce qu'on souhaite, là, qu'il y ait des investissements. On l'a vu, il y en a quand même avec le dépôt du plan d'action en santé mentale. Mais il faut poursuivre ces efforts-là. Il faut démontrer... il faut continuer à embaucher des gens. Il faut continuer à travailler en amont parce que c'est comme ça qu'on va éviter une augmentation des suicides. Puis, je veux dire, dans tous les domaines, dans ma tête, c'est toujours mieux de travailler en avant du problème, d'éviter après ça plein d'autres trucs. Et puis même si on va être très froid, de manière très froid, penser juste à l'argent, mais tu peux faire sauver de l'argent par après, tu sais, en sauvant plein de situations. C'est clair. Avant, tu sais. Ah oui, je suis d'accord. La prévention, c'est payant pour tout le monde. Ouais. C'est ça, mais tu sais, si on peut avoir moins de monde à l'hôpital, mais à la fin de tout ça, ben si on veut parler de même pas humainement, là, si on veut juste parler d'être froid, regarder l'argent, mais on investit avant, mais c'est pas une dépense. Non, c'est un investissement. Pour qu'après, ben, ça te coûte moins cher. Tu sais. Tout à fait. Donc, en tout cas, c'est comment je le vois. Mais j'ai l'impression, tu parlais les gars, peut-être un peu plus de misère à demander. Même moi, mettons, en génération, j'ai 36. J'ai des amis. Moi, je vois une psychologue, j'ai un ami. On y va, mais... J'avoue qu'on est, tu sais, c'est pas, on se livre pas facilement, mais tu sais, entre nous, mettons. Mais il y a quand même. Ça a changé, il y a une amélioration. Ça s'améliore, mais je sens pas que. L'amélioration est juste dans ce que tu viens de dire. Je vois un psychologue. Avant, on disait pas ça. Non, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Là. Je prends soin de ma santé mentale. C'était difficile à dire. Les gars de ma génération, les gars de 50 ans, c'est les personnes qui se suicident le plus. Et malheureusement, n'ont pas été éduqués à demander de l'aide. Fait qu'on est en train de changer tranquillement la génération qui suit, nos enfants, mais il faut travailler aussi avec les gars de ma génération. Puis leur dire que demander de l'aide, c'est fort. Hein. La QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide, fait beaucoup de promotions pour dire c'est fort demander de l'aide, c'est courageux et... adapter nos interventions aussi parce que on aidait des femmes par des femmes, ben il faut essayer d'avoir des gars qui vont aider, il faut essayer de changer notre langage parfois pour rejoindre les gars qui vont exprimer parfois leur détresse autrement. Par de la colère, parfois, il faut accueillir ça, il faut apprendre à mettre des mots. Et moi, heureusement, je vois que ça change. Puis ça change aussi chez les gars de ma génération. Je le vois même dans mes relations interpersonnelles, les amis, la famille, les collègues. Je vois que les hommes apprennent de plus en plus à demander de l'aide et c'est souhaitable. Mais c'est drôle parce que quand tu as parlé de la colère, ça m'a fait penser à un film qui est un de mes films québécois préférés. Ça parle pas de suicide, mais ça parle de génération d'hommes qui sont pas capables de se parler. C'est à l'origine d'un cri. Ah oui. C'est ça. Incroyable film. À chaque fois que je peux en parler, j'en parle de ce film-là. Mais je pense que c'est un film que tout le monde, et dont les hommes principalement, doivent voir. Parce que j'ai vu ça et j'ai fait OK, c'est exactement ça. T'sais, moi, je suis un peu plus jeune. Notre génération, on parle peut-être un peu plus, mais il y a quelque chose de... C'est 3 générations, donc Jean Lapointe, Michel Barrette qui est là-dedans et Patrick Yvon. Fait que c'est de père en fils. Puis c'est à l'origine, c'est ça, c'est comme 3 générations. Ils sont prêts de se parler. Ils boivent, puis ils crient, puis ils sont en colère. Il y a une violence mais qui se perpétue. Puis c'est vraiment, je trouve intéressant. C'est brutal comme film. Ça fait mal, mais je pense que mais on sent la souffrance puis la difficulté à nommer les choses, mais ils finissent par le faire. Là, d'une manière, ça sort d'un coup. Là. C'est plusieurs années refoulées qui sortent d'un coup à la fin. C'est assez brutal, mais j'aime la ligne qui, à la base, peut faire rire, mais que quand on l'écoute vraiment, c'est pas si drôle. Quand le grand-père, il demande à son petit-fils, il venait de se battre dans l'aréna. Oui. Puis ils sont dans l'auto, puis le grand-père dit « Veux-tu bien me dire pourquoi tu es toujours en crise de même? »
Puis le petit-fils, il dit, je le sais pas, puis c'est ça qui me ment en tabarnak. La phrase, elle peut être drôle, tu sais, parce qu'à cause du sac, mais tu fais comme, OK, non, c'est touchant. C'est touchant, puis même le grand-père, quand il montre la question, il regarde comme à terre, il est pas capable de le regarder. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un film important. Je suis sorti de là complètement shaké. Oui, c'est un film important, qui a passé un peu dans le beurre à cause que c'était sorti 3 semaines après Incendie. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Bon, je parlerai pas de cinéma, mais je capote de cinéma, mais on n'embarquera pas là-dedans. Mais oui. Mais puis tu parlais d'avoir des modèles, des gens, mais j'ai l'impression d'avoir comme, mettons, un Jonathan Drouin l'année passée qui quitte l'équipe du Canadien de Montréal. Oui. Parce que, on ne sait pas, mais on peut imaginer burn-out et autre chose, une espèce d'épuisement, en tout cas, de tout ça, puis qui fait comme, regarde, ça marche pas. Puis d'avoir l'équipe, tu sais, Marc Bergevin, toute l'équipe a été très sensible et la manière qu'ils l'ont fait, comme, garde, c'est ça, on lui laisse le temps. Ça a été valorisé, Ça a été valorisé énormément. La demande d'aide, puis comme, ben, garde, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, parce que le monde, encore plus avec le Canadien, il gagne des millions, tu sais, moi, je suis payé 5 millions, moi, tu sais, oui, mais c'est même plus, c'est pas une question d'argent, là, des fois, là, c'est même pas ça, c'est juste, t'es brûlé dans ta tête, juste te lever le matin, tu sais, fait que de se reconstruire, de prendre le temps de se reconstruire, de revenir après ça en force, je pense que ça fait quand même un modèle intéressant, en tout cas, justement pour peut-être la clientèle des hommes là, qu'on essaie d'aller chercher, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on en parle plus de santé mentale. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle de santé mentale juste pour dire qu'on parle, pas juste pour dire, mais tu sais qu'on parle du fait qu'on parle de santé mentale, mais qu'on parle pas justement, tu sais, comme tu disais, des 8 trucs à surveiller les signes. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faudrait comme aller peut-être même plus loin. Là, c'est ça, oui, il faut en parler, il faut parler de la détresse, mais effectivement, il faut parler des solutions. Parce que sinon, ça peut être décourageant. Là, si on commence à tout dire à quel point on va mal. Oui, c'est ça. J'ai souvent l'impression que souvent, les médias, on parle de santé mentale, une hausse des détresses, une hausse de... OK. Mais il y a des solutions et on peut aller mieux, on peut s'en sortir. Ça aussi, il faut le savoir. Moi, je me souviens comme intervenante et même maintenant de voir des clients qui vont très, très, très mal et qui finissent par aller très bien et prennent le temps de venir nous remercier. Et ça, je pense que des exemples de rétablissement, il faut en parler aussi. La QPS le fait. Il y a un film, justement, un documentaire qui est sorti, Perdre Mario, qui est sorti, il est passé il y a 2 semaines. Là, et on entend l'histoire de cet homme-là, de son groupe d'amis qui a perdu Mario par suicide. Et la QPS a participé à ce documentaire-là pour parler des ressources d'aide, mais pour dire aussi que, parce que clairement, Mario allait très, très mal. Dans un journal, parle de sa santé mentale et il était en dépression, clairement. Là, pas besoin d'être psychiatre pour le voir. Et il y aurait eu besoin d'aide. Et quand on va très mal et qu'on voit pas de solution, ben c'est à ce moment-là qu'on peut envisager le pire. Sinon... Pourquoi ne pas prendre les solutions qui sont là? Il faut qu'il y ait une personne, parfois extérieure, qui trouve avec la personne des nouvelles solutions. Souvent, il y a des personnes qui viennent s'asseoir avec nous et qui disent « Je le sais qu'il n'y en a pas de solution, j'ai tout envisagé et il n'y en a pas. » Puis la première chose qu'on lui dit, c'est il y a des solutions en ce moment, tu ne les vois pas. Il y a un voile noir devant tes yeux qui fait que tu ne vois pas. On va prendre le temps d'entendre ce qui ne va pas et tranquillement, on va trouver des solutions. Donne-toi juste un espace. Donne-toi du temps. Mais j'imagine que c'est ça, quand tu es rendu là, il y a une accumulation, de peut-être des fois d'années, là, tu sais, ou de... Tout à fait. C'est multifactoriel, le suicide. Souvent, les gens vont dire, cette personne-là s'est suicidée à cause de ça. C'est rarement à cause de ça. C'est à cause de ça. Et l'absence d'aide, l'absence de solution qui a été perçue à ce moment-là. Mais ouais, ça...
Ça me fait penser à la série Netflix. Je ne sais pas si 13 Reasons Why. Oui, malheureusement, ma fille l'a écouté, mais j'ai pu en discuter avec elle. Comment tu le prenais, genre, de côté de maman? J'ai trouvé ça difficile, moi. On s'est positionné aussi. Mon côté directrice et intervenante en santé mentale était contre parce que il y avait une forme, je dirais, comme si on idolâtrait un petit peu le suicide. Il y avait comme un côté un peu romancé, oui. Puis ça, c'était surtout chez les jeunes, c'est à ne pas faire. C'est ça. Donc, il y a eu beaucoup là, de la part des chercheurs et tout ça, des mises en garde. Comme parent, j'aurais voulu tout simplement dire à ma fille qui avait peut-être 16 ans à ce moment-là, n'écoute pas ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le jour où j'ai décidé je vais y en parler pour ne pas qu'elle l'écoute. Elle l'avait déjà tout écouté. Donc, j'ai pu en parler avec elle. C'est sûr que les jeunes ont tellement accès à tout de façon rapide avec tous les réseaux sociaux et la réaction à ça. Mais j'ai choisi d'en faire une discussion. C'est un peu ce qu'on recommandait. Si vous ne pouvez pas empêcher cette écoute-là, parce que c'est plus difficile là, avec les plus jeunes, on peut, mais les adolescents, c'est plus difficile, d'en profiter pour parler de notre inquiétude, là, sans avoir de l'air ringard, là, de dire, écoute, il y a des choses qui sont démontrées là-dedans et moi, ça m'inquiète parce que le suicide, c'est quelque chose... mes enfants sont nés pendant que j'étais à la Maison sous les arbres, donc ils en ont entendu parler. Ils en ont entendu parler beaucoup, ce qui fait pas de nous... Des fois, même si on travaille là-dedans depuis des années, c'est parfois difficile d'en parler quand même avec nos enfants. Ça, on le voit chez tous les intervenants, mais on le fait, puis on tente de parler aussi de l'aide et surtout de dire à nos jeunes, surtout, il faut en parler. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement à moi que tu aies envie d'en parler, mais peu importe, parle-en. C'est ça. Oui, j'avoue. Il y a ce côté-là, mais puis c'est ça, tu sais, dans ces âges-là, tes émotions, tu étais plus facilement touché. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais 15 ans là, quand Dédé Fortin, des colocs, s'était suicidé, puis moi, je capotais sur les colocs à 15 ans, puis je me rappelle que ça m'avait vraiment affecté, pas un point de me rendre suicidaire, mais ça m'avait vraiment déstabilisé. Tu sais, on dirait que... Mais c'est démontré qu'il y a des suicides qui sont soulevés suite à des suicides publics. On l'a vu notamment en 80... Je me souviens plus si c'est 97 ou 98 avec Gaétan Giroir. Il y a eu une augmentation. C'était le journaliste de JE à l'époque. Oui, c'est ça. Il y a eu des suicides à ce moment-là. Kurt Cobain, les colocs. Dédé Fortin, sa famille s'est beaucoup impliquée en prévention du suicide. Je les ai rencontrés dans un colloque. Ils ont ramassé beaucoup d'argent pour la prévention, pour les jeunes. Il y a maintenant, pour les journalistes, la QPS a travaillé sur un document comment parler des suicides médiatisés. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des choses qui étaient inacceptables, là, qu'on mettait en première page d'un journal Le Moyen. C'est pas souhaitable. Par contre, toujours parler des ressources et de la détresse de la personne. Parce que si on parle de Dédé Fortin puis on n'arrête pas de dire à quel point il était gentil, extraordinaire, sociable, il avait de l'air si heureux, on est en train de dire il s'est suicidé, pourquoi? Mais cet homme-là était quand même dépressif, il allait pas bien. Une profonde blessure, mais tu sais, c'est ça, mais à 15 ans, tu sais, de recevoir ça, puis de voir un de tes idoles. Il y a une fragilité. Je me rappelle, ça m'a shaké des journées, puis tu sais, justement, l'espèce, tu sais, on parlait des proches, l'incompréhension, mais là, ça me touchait d'une certaine façon en étant un fan, tu sais, d'être quand même loin de cette personne-là, mais quand t'es fan, surtout ado, t'es fan de la personne, tu te dis, mais pourquoi? Tu sais, il avait l'air d'avoir tout, mais c'est ça. Puis tout est magnifié, puis on comprend pas, là. C'est ça, exactement.
Et avant qu'on filme, tu me parlais que du regroupement là, des services d'intervention de crise. Oui, je suis présidente de ce regroupement-là depuis quelques années. En fait, c'est 21 centres de crise au Québec. On travaille ensemble pour faire des représentations, faire connaître les centres de crise. Il y a une application qui s'appelle crise.ca qui permet de savoir où est notre centre de crise le plus près. Et dans le plan d'action, le ministre Carman vient d'annoncer la mise sur pied de 2 nouveaux centres de crise, un au Saguenay et un en Estrie, des régions qui étaient dépourvues. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle en soi. C'est ça. Je tiens vraiment à dire que les services existent. Je répète toujours que la Maison sous les arbres est là. On couvre un grand territoire, la Maison sous les arbres. C'est tout le jardin Roussillon, c'est-à-dire tout ici, le Châteauguay, Mercier, Léry, Sainte-Martine, mais aussi tout le coin de Candiac, Saint-Constant, la Prairie. On va jusqu'à Saint-Mathieu, Saint-Jacques-le-Mineur et même Kanawake, on couvre. Là. OK. Donc, c'est important. C'est important de nous appeler. Je répète toujours le numéro, le 450-699-5935 pour notre ligne locale. Et le 1866 appel en tout temps. Là, c'est 24 heures sur 24. Là, on est là. On a aussi un nouveau mandat depuis quelques années. Okay. On accompagne les policiers dans des appels pour les soutenir quand ils vont se déplacer. L'intervention, là, quand ils se déplacent, mais au téléphone, on va prendre l'appel avec la personne pour éviter des hospitalisations parce que les policiers ont de plus en plus d'habileté à intervenir en santé mentale, mais c'est pas ça leur travail. Donc, on travaille en collaboration pour éviter des hospitalisations et offrir des alternatives. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très belle collaboration. Parce que c'est ça, là, c'est rien enlevé aux policiers, mais ils ont beaucoup de choses à gérer. Puis, le moment, c'est ça, de demander à tout le monde d'avoir les sensibilités. Toutes les spécialités, c'est ça. Pour toutes les interventions. Puis là, surtout s'il y a une hausse, qu'ils doivent aller intervenir de plus en plus chez les gens. J'imagine, c'est ça. Mais ça facilite, je veux dire, sûrement un peu un premier contact. Oui. Tout à fait. Dans cette intervention-là. Puis j'imagine aussi quand la police se déplace parce que c'est souvent quelqu'un qui est sourd. Ça peut être des problèmes de santé mentale qui vont être exacerbés par un conflit dans la famille. Ça peut aussi être des familles inquiètes parce qu'ils ont entendu leurs proches et ils font la bonne chose, ils demandent de l'aide, mais parfois, c'est pas nécessairement l'hospitalisation qui est nécessaire à ce moment-là. Donc, on va mettre ce qu'on appelle, nous, un filet de sécurité, mettre la personne en sécurité, soit par de l'hébergement, soit en parlant avec une personne qui va rester avec elle jusqu'à un rendez-vous le lendemain matin. Le lendemain, on rappelle la personne et ça évite beaucoup de portes tournantes. Là. La police qui amène quelqu'un à l'hôpital, la personne sort, on rappelle la police. Donc, on met en place de l'aide et un partenariat parce que nous, on travaille avec tous les organismes en santé mentale de la région, que ce soit la Collade qui vient en aide aux proches, que ce soit les Toits des Milles. On va vraiment travailler avec eux aussi à vif contre la violence. On travaille beaucoup en collaboration afin de donner le meilleur service à la personne. Oui, j'ai l'impression, le communautaire a tout le temps été dans un peu un truc d'entraide, mais j'ai comme l'impression que dans les dernières années, il y a vraiment une mobilisation encore plus grande. Comme en parlant à tout le monde, j'ai l'impression que c'est ça, d'arrêter de travailler un peu dans son silo, mais tout à fait. De comprendre que justement, on peut... Puis puisqu'on est l'organisme 24/7, on soutient aussi les autres organismes parce que sur leur répondeur, ils vont quand même dire à leur clientèle de nous appeler là, s'ils ont besoin d'aide la nuit, tout ça. Mais on collabore très, très bien. D'autres organismes qui disent, AVIF, en théorie, travaille avec les hommes, la violence conjugale, la patente, mais il peut y avoir quelqu'un qui a un moment de crise, mais eux, c'est pas nécessairement l'angle qu'ils ont, mais c'est ça de dire, on est tous ensemble, on peut envoyer, il y a d'autres mondes, il n'y a pas juste nous, on peut être tous ensemble. C'est toujours gagnant le partenariat puis de travailler autour de la personne puis donner plusieurs options. J'avoue que, c'est ça, on s'entend que le communautaire, c'est pas mal
le dernier filet social. Mais la manière que je le vois, on dirait que c'est comme que tout le monde se tienne, mais c'est essayer que le filet casse le moins souvent, le moins possible. C'est une belle image, mais c'est exactement ça. Ouais. Et, mais vous, c'est ça, est-ce que c'est vraiment un OBNL ou comment ça... Parce que tu sais que c'est formé, OK, parce que je vais juste voir... C'est un organisme sans but lucratif. On reçoit notre financement en grande partie par le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais on reçoit aussi du financement par le CIS Montérégie-Ouest, par des ententes de services. Donc, on a différentes ententes de services. Tantôt, j'ai parlé du suivi dans la communauté. C'est financé par eux. On a de l'aide aussi pour nos lits et la P38. Là, ça, c'est l'intervention avec les policiers. C'est financé aussi par le CIS. OK. Ouais. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous êtes un peu dans le combat justement le communautaire qui se bat un peu là, pour le côté le financement à la mission plus que par projet? Oui. Je sais pas comment vous c'est sûr qu'il y a une inquiétude du fait que depuis la réforme Barrette, on parle beaucoup de financement à l'activité et le financement à l'activité, ça peut quantifier des interventions, mais c'est difficile des fois de parler de la qualité des interventions et oui, le nombre de personnes rejointes est important. Le nombre de services rendus, je considère que c'est important. On parle de deniers publics. C'est normal pour moi qu'on doive rendre des comptes. Mais en dehors de ça, il y a quand même toute la qualité des services, le partenariat, le nombre d'appels qu'on fait ensuite. Il n'y a pas juste la rencontre avec la personne qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, on le défend et on a un très bon lien avec le CISMO, nos partenaires du CIS Montérégie-Ouest. Et je dirais que il y a une reconnaissance du travail qu'on fait, puis beaucoup de reconnaissance et de respect pour le travail de nos intervenants. Oui, c'est ça. Puis en même temps, le CISMO, c'est pas eux qui ont... Je veux dire, c'est justement c'est la réforme Barrette, là, ça vient de plus haut, l'espèce de comme on fait ça. Puis je comprends que sur le terrain, les gens sont comme moins... c'est parce que vous en faites beaucoup. C'est ça. Des fois, c'est dur. Puis dans le communautaire, j'ai l'impression que c'est ça. C'est souvent plus sur la qualité de l'intervention, justement, qui se démarque du système public, que là, justement, c'est plus on passe les clients, puis il y a quelque chose de plus gros, mais ça prend ce côté-là, je pense, l'espèce de... Mais pour faire direct. De la relation d'aide, peu importe le milieu où on travaille, que ce soit dans le réseau public ou communautaire, il faut avoir cette empathie-là d'emblée. Je pense pas qu'il y a personne qui va faire ça s'il n'y a pas ce désir-là d'aider. Mais je dirais que dans le communautaire, ce dont on a, c'est un peu plus de temps et des moyens aussi. Tantôt, on parlait, tu décrivais l'urgence hospitalière par rapport à juste l'entrée quand on rentre dans la maison sous les arbres. Mais ça aussi, ça fait partie des moyens qu'on a. C'est beaucoup plus facile de dire à la personne, viens t'asseoir au salon, voudrais-tu un café? On va prendre le temps d'écouter. Quand on engage des nouveaux intervenants, la première chose qu'on leur apprend, c'est quand tu es en train de créer le lien avec quelqu'un, dis-lui que tu vas prendre le temps. Mais juste ça permet à la personne ça va tout de suite baisser un petit peu l'état de la crise. Là. On va prendre le temps, on va faire le tour de ta situation, je vais t'écouter et ensuite, ensemble, on va trouver des solutions. Déjà, juste ça ouvre une porte à aller mieux. C'est pas miraculeux, là, ça se passe pas en 2 secondes, mais... Ça installe déjà un terrain fertile à aller mieux. Oui. Et il nous reste moins de temps, là, mais on parlait beaucoup d'accès aux soins de santé mentale. Et puis là, je pense pas qu'en le temps qui nous reste, on va régler cette question-là. Mais c'est quand même quelque chose, parce qu'on dit, ah oui, Mathieu, elle a demandé de l'aide. Mettons, moi, je vais avoir une psy, mais c'est au privé, je paye de ma poche, c'est 100 $. C'est quand même pas donné, là. Puis il y a quand même des listes d'attente. Puis il y a des listes d'attente. Ouais. Moi, j'ai été chanceux. Elle m'a pris. Puis elle a fait, OK. Elle voulait fermer son truc, mais je l'avais contacté, en tout cas. Elle m'a pris, mais
Mais tu dis, il y a des listes d'attente là, mais on paye. Tu sais, c'est comme mais cet accès-là. C'est difficile, on le voit. Là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je rencontrais des partenaires du CIS cette semaine et il y a beaucoup d'efforts qui sont mis à ce niveau-là. Des fois, on se donne des moyens financiers et tout ça, mais il y a aussi la rareté de main-d'œuvre qui vient en ligne de compte. Le fait qu'on engage des professionnels et que ces professionnels-là, ils doivent prendre le temps d'étudier, ils doivent être bilingues. Et là, ce qu'on voit, c'est un découragement de la population de dire, il y a des listes d'attente de 6 mois pour recevoir de l'aide et tout ça. Le centre de crise répond en tout temps, 24 heures sur 24. Et ça peut parfois arriver que la ligne est occupée, là, mais je veux dire, on a quand même plusieurs lignes et on répond rapidement. On a un répondeur, on va rappeler très rapidement si malheureusement, la ligne est occupée, mais on est très, très, très rapide. Là. On parle de relance téléphonique. Le téléphone, c'est immédiat, mais pour le reste, l'hébergement et tout ça, on parle de rendez-vous là, dans les 24 à 48 heures. OK. Ouais. Fait que c'est sûr que la crise, c'est le dernier... Ça, on est au bout du truc. Là, c'est sûr que si on avait un accès avant... de toute façon, un centre de crise avec une liste d'attente, ça fait pas de sens pour moi. Là. C'est pas quelque chose. Mais des fois, les bonnes intentions sont toutes là, de toutes répondre, de donner un rendez-vous aujourd'hui, mais je manque de personnes. Ouais, ça arrive aussi. On fait vraiment... on priorise aussi nos services de crise, mais ça fait pas de sens de pas répondre. Ça fait partie de nos priorités. Et on demande encore plus de moyens. On demande du rehaussement au niveau financier pour pouvoir encore mieux payer nos intervenants et d'amener des conditions de travail gagnantes pour les garder, les maintenir à l'emploi. Mais ça fait partie de nos récriminations depuis plusieurs années. Là, on a parlé dans le plan d'action santé mentale, le ministre Carman a vraiment nommé les centres de crise communautaires comme une nécessité. Comme présidente du regroupement, j'ai eu une rencontre avec le ministre Carman juste avant le dépôt du plan d'action et j'ai eu une autre rencontre lundi avec lui. Donc, on continue à travailler pour améliorer les conditions de travail de tous les intervenants du Québec en centre de crise. On entend une réponse favorable à tout ça, mais avant que ça se traduise par un chèque, là, concret, ça peut être un peu plus long. Mais au moins, ça faisait plusieurs années qu'on demandait des nouveaux centres de crise. Là. Il y en aura 2 nouveaux. C'est déjà ça. On poursuit ce travail-là, qui est un travail nécessaire et à continuer aussi à nous faire connaître. Mais le ministre Carman a été très sensible à ce que les centres de crise pouvaient apporter en termes d'alternatives. C'est sûr que pour un ministre comme lui, d'entendre qu'on désengorge les urgences, c'est important. Mais d'entendre aussi que la population a le droit et la nécessité d'avoir des services autres que les services hospitaliers, il était tout à fait d'accord avec ça. Il va falloir arrêter là-dessus. On a déjà atteint notre temps. Écoute, je remercie énormément. Ça a été vraiment une belle discussion. Puis je pense que c'est important qu'on en parle de plus en plus de tout ça. Merci de l'invitation.